Hello, everyone. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Et ce soir, on va parler de narcissisme. Ce webinaire a été organisé par l'Institut international de l'analyse bioénergétique et il a été produit par le comité didactique sous l'égide de Madame Patrizia Moselli. Je vais juste prendre quelques moments avant de commencer le webinaire de ce soir parce que je désire partager un moment personnel. Nous sommes tous ici réunis et je crois que la plus grande partie d'entre nous ou une grande partie de nous font partie aussi de la communauté de l'analyse bioénergétique. D'autres personnes peuvent être intéressées à notre travail et donc elles sont tout à fait les bienvenus à cette soirée d'approfondissement. Mais je suis fortement préoccupée pour mes collègues et chers amis qui se trouvent en Israël. Moi, je fais partie de la Société d'analyse bioénergétique israélienne. Je suis un faculty member du programme de formation qu'on mène à la Israel Society pour l'analyse bioénergétique. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis, de collègues qui malheureusement ont subi les attaques qui ont été menées en Israël. Certains copains et collègues ont été rappelés par les services militaires juste dans ces heures. Donc, c'est une souffrance vraiment très forte, insupportable sur tous les fronts. Et des deux côtés même. Ce qui me soutient ce soir dans la présentation que je veux partager avec vous est que le matériel que nous allons analyser ensemble est très important aussi pour ce qui est en train de se passer en Israël, dans le monde entier, mais aussi dans nos foyers, dans les familles, dans les maisons, dans les institutions, dans les sociétés et au sein des groupes même. L'étude de la déformation narcissique, celle que j'ai définie et que d'autres aussi définissent le narcissisme pathologique, est ce qu'aujourd'hui Otto Kemberg et ses collègues ont défini narcissique maligne. Et tout cela est central pour la compréhension à la compréhension de ce narcissisme malveillant qui nous permet de comprendre aussi le comportement destructif auquel nous assistons aujourd'hui un peu partout dans le monde. Alors, j'ai décidé de partager ce webinaire avec vous exactement dans la même modalité que j'utilise lors que je fais des sessions d'enseignement et des groupes que je préside. Donc, je ne vais pas utiliser des diapositives de représentation graphique ni de schéma. J'ai décidé de choisir cette modalité afin de pouvoir gérer le webinaire pour travailler comme je travaille d'habitude, c'est-à-dire pour offrir à tout le monde une expérience d'apprentissage au sein de ce milieu d'apprentissage commun.
Cela veut dire que nous allons utiliser notre expérience somatopsychique afin de rendre évident le sens du matériel que je vais traiter avec vous. Cela veut dire que je vais faire un effort pour arriver à vous engager en tant qu'écouteur de manière active, si cela est possible et jusqu'à ce que cela sera possible. Il y aura aussi des moments d'apprentissage actifs et expérientiels. Alors, je vous invite à utiliser et à exploiter ces moments de la manière que vous allez retenir la plus adéquate pour vous. Et si vous désirez connaître plus d'informations, des références bibliographiques, ou bien si vous avez des questions plus spécifiques, qui vous vient à l'esprit, je reste à votre disposition après la présentation pour répondre à vos questions. Évidemment, je ne peux pas rester trop pour vous parce que j'ai déjà des séances organisées plus tard, mais j'ai un site de référence et je vous invite à me écrire à travers le contact email que vous allez trouver sur le site internet de IIBA. Avant de rentrer dans le vif du matériel de ce soir, il faut s'occuper de ce que les psychothérapeutes à orientation dynamique appellent le contre-transfert. Le terme narcissiste, qui est désormais rentré dans l'utilisation commune, a une signification péjorative. Et donc, en rentrant dans le vif du matériel de ce soir, ce sera bien clair que nous sommes tous narcissiques dans l'acception technique du terme. Et alors, pour vous ouvrir à ce matériel, je vous invite ici à prendre un moment pour vous afin de réfléchir sur vos attitudes par défaut, parfois inconscientes ou semi-conscientes à l'égard du narcissisme. Alors, je voudrais vous raconter quelques-uns des éléments péjoratifs ou méprisants qui me sont familiers. Par exemple, un fort égocentrisme, c'est-à-dire je suis au centre, je suis tout. Dans beaucoup de positions spirituelles, cette position est une position qui est accordée à l'autorité suprême, sans compter les terrains les plus complexes psychologiques. Par la suite, il y a une, une estime du soi, un self-regard positif, trop gonflé, un amour propre très fort qui mène les personnes à répondre aux deux extrémités de ce spectre, en idéalisant d'un côté l'admiration, l'idolâtrie, surtout ces jours-ci, et de l'autre côté du spectre, il y a un mépris à la personne qui manifeste ses qualités. Alors, cette attitude ne convient pas aux psychothérapeutes. Et dans cette présentation, j'ai l'intention donc de vous expliquer et de mettre en lumière les raisons pour lesquelles cette attitude ne convient pas aux psychothérapeutes et peut-être pourquoi aussi il est à l'origine du préjugé. Et donc, au-delà du raisonnement narcissique, il y a une grosse recherche, il y a nombreuses recherches. Et si vous voulez, vous pouvez me contacter parce que je peux vous fournir des citations
Les cliniciens qui désignent les personnes qu'ils traitent ou qu'ils conseillent par le nom d'une caractéristique qui est borderline ou névrotique, alors là, ces cliniciens démontrent, se révèlent moins empathiques dans l'ensemble selon les instruments d'observation et de compte-rendu à leur disposition. Donc, si vous voulez utiliser ce terme au niveau clinique, alors vous devez parler de formation narcissique ou de personnes qui ont des défenses narcissiques. Et je vais bien revenir sur ce point plus tard, durant le processus de présentation. Alors, le matériel que je vais vous présenter, que je veux partager avec vous est très dense et j'ai l'intention de vous présenter une vision aussi complète que possible des fonctions et de la dynamique narcissique du point de vue théorique et clinique d'un thérapeute bioénergétique. Mais je voudrais être bien claire. C'est exactement le premier pas, c'est-à-dire nous sommes au rez-de-chaussée, disons, d'une organisation très complexe. Oui, disons que j'aime utiliser la métaphore des étages et des immeubles. Donc, on se trouve juste à l'entrée de cette métrique. Le but n'est pas celui d'approfondir toute la métrique dans son ensemble, mais juste de créer un point d'accès que vous pouvez exploiter. Ma suggestion pour vous tous est de vous orienter lors de cette présentation comme si vous étiez un thérapeute. Laissez que le matériel puisse rentrer en vous, être absorbé, qu'il coule en vous. Ce qui semble être pathologique et qui accompagne le terme narcissique m'indique que le matériel que je vais traiter est évocateur et en même temps stimulant. Nous pourrons revenir à autre moment pour nous concentrer plus précisément sur les aspects techniques et théoriques. Mais pour l'instant, laissons que ce moment puisse représenter un moment référentiel, expérimental d'apprentissage. Essayez de voir comme si vous étiez en face d'un matériel d'apprentissage quelconque, donc comme si vous étiez dans une phase d'apprentissage. Maintenant, quelques définitions pour mieux nous orienter. Freud a défini le narcissisme comme l'amour de soi. Et les élaborations suivantes tout le long des générations qui ont suivi, on parlait de ça en termes d'expérience, processus et théorie. Et ils ont bien éclairci qu'il s'agit effectivement d'une définition trop vaste et qui veut aussi impressionner l'auditeur, même un peu trop. Le narcissisme, donc, est une série ou un ensemble de structures et de fonctions qui développent, gardent et expriment le positive self-regard, pas l'amour vers soi, mais le respect de soi, l'amour propre, donc le narcissisme, l'ensemble des structures et des fonctions qui expriment, développent, maintiennent et règlent le positive self-regard, l'amour propre positif. L'énergie opérationnelle dans le narcissisme n'est pas l'amour de soi, mais plutôt le respect de soi.
En utilisant une compréhension bioénergétique des énergies quantiques qui sont les émotions, au moins c'est mon point de vue, parce que les émotions sont des formes d'énergie quantique. Donc, chaque moyen est un moyen unique. Il n'y a pas d'interchangeabilité. Pas comme pour certaines substances physiques, parce qu'il n'y a pas d'interchangeabilité. Mais amour et respect sont très différents, même au niveau expérientiel, car la modalité dans laquelle ils sont reçus change. La modalité où ils sont reçus, perçus, est différente aussi sur le mécanisme psychique. De plus, amour et respect sont organisés de manière différente dans chacun d'entre nous et aussi au sein des différentes relations, comme ils se développent dans les fonctions des processus relationnels. J'ai toujours été très intéressée quand je commence à parler de ce thème, à un aspect particulier. Je me souviens que j'ai vécu toute ma vie avec des femmes qui se battaient pour le respect, pour être respectées. Ma dernière femme, ma femme actuelle, mes copines, ma belle-mère je suis conscient du fait que même si je ne peux pas vous voir dans les yeux tous ce soir, mais je sais qu'il y a un nombre considérable de femmes ici présentes et je me sens assez confiant en disant que ces personnes, ces femmes qui m'écoutent ce soir, connaissent très bien quelle est la différence entre être aimé, être respecté et être aimé et respecté. Alors, le self-regard, le- l'amour-propre, est la fonction la plus mûre de l'estime du soi positif et elle requiert une forte capacité et se retrouve dans l'estime du soi. Et elle s'élève à une sorte de respect du soi organisé et bien structuré, tout comme les autres fonctions, la capacité d'aimer, la capacité d'analyser, la capacité de faire l'amour. Voilà, tout cela se transforme dans une forme non organisée et en réponse à des dynamiques au sein de la personne et aussi en fonction des relations avec l'environnement tout autour de soi. Les fonctions narcissiques, comme les autres fonctions, deviennent plus complexes, plus sophistiquées, plus raffinées à travers la pratique et à travers le temps qui passe. Et donc, d'après cette perspective, l'estime de soi est une position plus mûre du positive self-regard qui demande tout d'abord la capacité de recevoir et de métaboliser en même temps quelques énergies émotionnelles. Et donc, on revient à l'idée de l'énergie quantique. Mais l'amour ne fait pas partie de tout cela. L'énergie est pour l'appréciation, le fait de reconnaître, par exemple, la reconnaissance, l'idéalisation, l'admiration même, et de l'état de se sentir ou d'être spécial pour une autre personne. Et donc, prenez note de ce que je dis. L'état d'être spécial pour une autre personne. Une expérience évolutive fondamentale nécessaire pour
maintenir ce positif self-regard et donc la estime de soi. Et donc, vous pouvez comprendre d'où arrivent les problèmes. Dans une famille, un monde, la compétition par rapport à qui est la personne spéciale, qui est au centre. Une estime de soi et mûre demande aussi la capacité de recevoir et métaboliser les informations négatives concernant soi-même. Cela permet, faites attention à ce que je vais dire tout de suite, cela permet d'avoir un regret salutaire, un sentiment de culpabilité aussi salutaire. Donc, il y a l'opportunité de reparer, de aller reconstruire ce qui a été endommagé. Et on peut également réparer son propre positive self-regard, l'amour propre. Surtout si nous avons une action de réparation adéquate. Et bon, l'effet ne sera pas uniquement pour la partie offensée, mais aussi pour la partie qui a offendu. Donc, pour préserver l'estime de soi, il est nécessaire d'avoir la force du soi et absorber le réflexe de l'information négative. Il est nécessaire d'évaluer sa validité, de vérifier son authenticité et après, il faudra la métaboliser. Ce matin, une cliente m'a parlé d'une situation dans laquelle elle attribuait l'information négative à l'autre. Elle disait, c'est lui qui fait en sorte que je n'aperçois aucune valeur de moi. Mais comme nous, on se connaît depuis longtemps, il était évident que ce n'était pas l'autre. Ce n'était pas l'information qui venait de l'autre. Ça, c'est vrai, l'information qui provenait de cette personne-là était négative, mais l'émotion de ne pas connaître de valeur appartenait à ma cliente. Au contraire, ce sont des expériences normales des êtres humains. Avant de rentrer dans le détail de ces expériences, nous allons essayer d'utiliser une lentille bioénergétique. Nous allons voir comment ces fonctions, un fonctionnement narcissique sain et la structure d'un fonctionnement narcissique sain sont liées aux structures que nous connaissons. La façon la meilleure, la plus facile que je connais pour rentrer dans le détail de ce sujet est la respiration. Je vous invite vraiment à faire attention à votre respiration parce que les fonctions narcissiques sont liées à l'inflation et à la déflation. Dans le cours de la respiration, nous inspirons et nous expirons. Cela veut dire que nous nous remplissons d'air et après, nous allons avoir l'expulsion de l'air. L'air est expulsé. Cela crée une différence de pression de l'air qui cause le remplissage des poumons à travers l'expiration. C'est pour cela qu'il est
encore plus important dans cette phase d'utiliser le terme inspire en anglais. Le mot inspire a également des significations émotionnelles et interpersonnelles. Ce mot donne le sentiment d'une énergie qui nous élève, nous ouvre et nous élargit de diverses manières. À l'échelle physique, mais aussi psychique, je peux dire, oh, je me sens bien avec moi-même, mais aussi émotionnellement et interpersonnellement. Ce point est plutôt compliqué. Alors, je peux éclairer ce point. Il s'agit d'une fonction selon laquelle une personne peut influencer, affecter une autre personne. On peut être inspiré, en fait, d'une autre personne. C'est souvent le cas. On peut être inspiré positivement et négativement. Alors, tout dépend de ce que nous sommes inspirés à faire, penser et sentir. Dans ce sens, l'inspiration inclut le pouvoir d'émouvoir les gens, de émouvoir. C'est une question importante sur laquelle on va revenir bientôt quand on va parler des fonctions narcissiques de façon plus concrète. Mais avant de rentrer dans le détail de cela, permettez-moi d'éclairer ce point à travers l'expérience. Alors, n'hésitez pas à participer si vous le désirez. Alors, je vous invite à vous asseoir. Vous pouvez également rester debout. C'est à vous de choisir. Alors, essayez de vous asseoir avec le dos le plus droit possible. Cela veut dire que vous devez utiliser la musculature de votre dos pour ouvrir les épaules. Alors, non pas soulever les épaules, mais les ouvrir. Vous allez voir tout de suite ce qui se passe. La poitrine s'élève. Si l'on regarde à un certain niveau, alors essayez de rester dans cette position et de inspirer, de gonfler. Je vous invite à faire ce test. On vient de faire un atelier sur la respiration près de la New York Society. Et dans mon intervention, j'ai dit que on demande aux personnes de respirer profondément. Mais en tant que thérapeute bioénergétique, nous savons que notre structure de caractère peut empêcher la capacité de prendre un respire profond. Alors, si l'on dit à la personne respire profondément et cette personne-là n'est pas à même, bon, c'est à vous de conclure cette phrase. Mais je vous invite à essayer cette expérience. Vous allez peut-être remarquer qu'il y a le gonflement et le dégonflement. Et ce rythme du gonflement et du dégonflement, inflation et déflation, est essentiel pour comprendre les dynamiques, les structures, le comportement, les défenses narcissiques. Et tout cela du point de vue bioénergétique. Dans un environnement favorable où les enfants sont bien vus, bien aimés, soignés et respectés, un narcissisme sain peut conférer à la personne le soi-disant positive self-regard, l'amour-propre positif qui va se transformer en respect de soi et ensuite en estime de soi. Une estime de soi saine inclut la force du moi pour absorber des informations négatives sur soi-même
et en particulier sur soi-même en relation avec les autres. On peut également évaluer ces informations et, le cas échéant, se sentir mal par rapport à ses actions. Après, on peut prendre des mesures correctives afin de restaurer l'estime de soi, mais aussi l'estime que nous recevons des autres. Donc, du point de vue bioénergétique, le fait de se gonfler fait en sorte que le diaphragme de la personne puisse bouger de façon souple. Les muscles de la poitrine, du dos, des intestins, les muscles intercostaux vont supporter la colonne et l'enfant peut se gonfler et se dégonfler avec un rythme. Et de cette façon, tout cela devient simple et linéaire. Dans les circonstances les meilleures, cette position verticale peut être la représentation d'une expérience saine de plaisir et de orgueil. J'ai été plutôt prudent quand j'ai dit que les informations négatives pourraient encourager, stimuler une sensation négative par rapport aux actions d'une personne et non pas une sensation négative chronique sur soi-même. Lorsque nous avons une déflation temporaire, on peut dire je me sens mal, je t'ai blessé, je suis désolé. Avec la déflation, le dégonflement temporaire, on peut obtenir une incitation, un stimulus pour activer de l'empathie, par exemple, ou bien la conscience empathique. L'empathie est la capacité de ressentir ce que l'autre personne est en train de ressentir, même si cette personne ne vous le dit pas. Donc, il y a des sentiments de compassion qui peuvent activer des actions correctrices et réparatrices face à l'autre personne et face à soi-même. C'est aussi un stimulus donc pour être à la hauteur de ses propres aspirations et attentes. En anglais, on parle de honorability. L'honorabilité, authenticité. La compréhension des étapes et de la dynamique du développement à l'aide des concepts théoriques de l'analyse bioénergétique nous permet de trouver un lien entre les fonctions narcissiques et le pouvoir. Ici, nous avons le contre-transfert qui commence à créer des difficultés pour certains d'entre nous. Ici, la relation est créée entre l'instrumentalité, la capacité à utiliser soi-même pour obtenir des résultats, donc devenir des instruments. Et donc, il s'agit d'une relation entre l'instrumentalité et la bonté, la vertu, c'est-à-dire la motivation pour entamer des actions est essentielle à ce point-ci. Ceci explique la fonction narcissique, c'est la combinaison entre l'instrumentalité, l'utilisation du pouvoir et la motivation pour faire quelque chose.
Au fur et à mesure que le développement neuromusculaire progresse, de la petite enfance à l'âge adulte, de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans d'abord, au fur et à mesure que nous avons un développement, les neurofibres sont myélinisées et il y a des loops de feedback négatifs qui se créent. Et donc, la capacité de entamer des actions directes augmente. L'énergie, donc, passe d'un torse élargi, c'est le cas d'un enfant qui est aimé. Cette énergie bouge et passe vers les membres, comme on nous a appris il y a 30, 40 ans. Et l'activation des actions instrumentales à travers les membres fait en sorte que les membres puissent agir de plus en plus selon les besoins et les désirs des enfants. C'est ce que l'on appelle le pouvoir. Le pouvoir est donc la capacité de transformer cette force et cette énergie en action. Son origine se trouve vraiment dans le plexus solaire, le hara, comme on le dit en japonais. C'est le centre du pouvoir de chaque personne. Comme Stanley Kahneman nous dit, notre cerveau est en haut. C'est le système nerveux qui est représenté par le cerveau. Comme je l'ai remarqué au début, et peut-être maintenant je peux ajouter quelques petits détails, il y a un préjugé contre le déploiement du pouvoir, l'utilisation du pouvoir, parce que cela est menaçant. Aux années 60, dans mon pays d'origine, disons, le pouvoir était vu comme quelque chose de négatif. C'était intrinsèque. J'ai récemment lu ce concept qui était répété à nouveau. Le pouvoir est aussi énergie. Il n'y a pas de valeur. C'est une motivation. En psychoanalyse, on parle de l'utilisation du pouvoir. Je veux être plutôt clair. Je ne parle pas d'autorité là-dessus. Les responsables qui sont au pouvoir, qui doivent dire comment on doit faire des choses, faire des actions. Alors là, on a l'autorité. L'autorité est connectée avec les personnes qui ont un contrôle. Le pouvoir, par contre, est lié à ceux qui sont compétents. Et le destinataire du pouvoir est immédiatement mis au défi de réagir aux intentions de celui qui le déploie et de réagir à ses motivations. Dans un développement narcissique sain, les parents et les autres autorités qui entourent l'enfant ont foi en sa bonté fondamentale. Je vais le répéter. Alors, dans un développement sain, les parents et les autres autorités qui sont autour de l'enfant ont foi dans la vertu, dans la bonté de l'enfant. C'est la foi à l'enfant, c'est le respect de son droit à utiliser le pouvoir. C'est la foi donc qui soutient le développement sain. C'est pas l'amour, ce sont pas les soins. Des énergies différentes
ont un effet différent sur l'organisme. L'amour, le soin, la chaleur peuvent se repanir de façon globale. Par contre, le pouvoir et le respect soutiennent le fait d'être bien respecté, bien dressé. La droiture. L'utilisation instrumentale peut aussi avoir de nombreuses formes. Il y a des actions directes, par exemple, je veux prendre un verre, je le prends, je bois. Là, j'ai un loop de feedback négatif qui paraît être linéaire, mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a des corrections de l'action directe. Après, vous avez l'action induite. Est-ce que tu peux me donner le verre? Mais il n'y a personne là. Si j'avais pu induire cette action, j'aurais eu le pouvoir de demander à une personne de me donner le verre. Je ne peux pas le faire maintenant, par contre. Et après, la manipulation. Y a-t-il une façon pour faire en sorte que l'environnement fasse ce dont j'ai besoin? Ce n'est pas positif ni négatif. C'est tout simplement la façon de laquelle j'exerce mon pouvoir pour satisfaire mes besoins, c'est-à-dire l'utilisation des objets et de soi, de moi-même et des autres pour atteindre des objectifs souhaités. Il s'agit d'une utilisation instrumentale qui inclut aussi la séduction, la persuasion, etc. Vous voyez que les mots commencent à nous faire un petit peu énerver. Je l'ai remarqué. Et bon, lorsque ces actions instrumentales sont soutenues et garanties par la bonté et par la capacité à recevoir des informations négatives sur soi-même et sur ses actions, à se sentir mal et à reparer, bon, c'est là que l'estime de soi se manifeste. Il y a un point critique là-dessus qui a été offert par Coates et le théorétique de la psychologie du soi. C'est-à-dire, il ne peut y avoir de structure de soi développée en l'absence de l'amour-propre positif. Même au minimum, peut-être il n'y a pas de développement de l'estime de soi, mais il faut qu'il y ait au moins un certain niveau de se sentir bien avec soi-même en tant que personne pour faire en sorte que le soi puisse se développer. Il n'y a pas de structure de soi organisée sans un certain niveau de fonctionnement narcissique sain. Et là où il y a des échecs ou un manque de foi à l'enfant, un manque de confiance, là où il y a un besoin de déflation, et donc il faut dégonfler l'enfant et contrer l'instrumentalité de l'enfant ou même détruire l'amour-propre positif. Bon, là, on voit des déformations du fonctionnement narcissique. Nous sommes tous et toutes des narcissiques, mais on espère avoir un fonctionnement narcissique sain. Et maintenant, j'aimerais me focaliser sur les déformations. Lorsque j'enseigne le développement de la personnalité dans une perspective bioénergétique, j'offre aux participants un moyen pour expérimenter la matrice d'énergie, des sentiments, de la conscience, des attitudes qui conduisent à des schémas de développement sains ou malsains.
qui peuvent durer dans le temps. Je viens de décrire brièvement ce qui se passe dans un environnement qui facilite le développement d'une estime de soi saine. Ici, on voit que les parents, les autorités disent, mais tu vois ce que tu as même de faire, t'es bravo. Cette inspiration est communiquée et soutenue et cela peut soutenir le déploiement positif, l'élargissement positif et la structure neuromusculaire sous-jacente qui soutient tout. Et voyons maintenant les situations dans lesquelles l'environnement n'est pas propice au développement de l'estime de soi. Et enfin, nous allons examiner les situations où l'environnement est toxique et destructeur des fonctions narcissiques. Bien sûr, il s'agit là d'une façon de voir ce processus en laboratoire. Mais dans la vie réelle, les choses sont mélangées, entrelacées, compliquées, complexes. Tout est vraiment mélangé. Il faut aussi ajouter que pour chaque individu, il y a des caractéristiques uniques. Chacun est unique. Ici, on parle de schéma relationnel chronique. Il ne s'agit pas d'événements individuels. Dans la vie, les blessures narcissiques, le sentiment d'être blessé par des attitudes de manque de respect, de valorisation et même mépris sont inévitables. Dans un fonctionnement narcissique sain, le regonflement est possible. Et maintenant, nous allons examiner ce qui se passe lorsque il y a un soutien non suffisant à ces fonctions réparatrices. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque la capacité de restauration a été détruite. Dans le pire des cas, les semences de l'amour-propre positif sont détruites avant de pouvoir pousser et grandir. L'une des expériences les plus importantes de ma vie en tant que patient et thérapeute est liée à ce qui m'est passé à 1974. J'ai participé à un talk de Otto Kemberg concernant l'organisation Borderline. Il était là, il préparait des idées qui étaient basées en fait sur l'idée de Aaron Sels et d'autres collègues qui commençaient à étudier ce domaine de l'expérience. Kemberg était en train de parler, d'intervenir à l'occasion d'une conférence. Et il a déclaré que lorsqu'on travaille avec des personnes qui ont une personnalité borderline, ce n'est pas utile et je dirais, ce n'est pas précis de décrire ces personnes comme des personnes qui ont une estime de soi faible. Il faut plutôt comprendre ces personnes comme des personnes qui n'ont aucune estime de soi parce que la destruction d'un potentiel sain pour le déploiement narcissique a lieu là. Quand le pouvoir de l'enfant n'est pas soutenu, l'enfant a besoin d'être aperçu comme un être spécial. Celui-ci devient une exigence, une manipulation. La capacité des parents de permettre à l'enfant d'être au milieu, de admirer et reconnaître la valeur intrinsèque de l'enfant est très limitée.
Maintenant, alors dès que je fais ce geste de vénération, c'est Dieu qui a parlé. Il faut faire attention. Donc, c'est comme si j'avais reçu un message du haut. Ce geste, ce mouvement, il y a longtemps, j'ai- il y avait M. Campbell qui avait organisé un atelier sur la vénération et il avait fait ce geste d'ouverture à ses sentiments, ses émotions vis-à-vis d'une autre personne, d'un autre être vivant. Cela est significatif et c'est un geste très puissant. Mais ceci, dans un état de déficience, peut être enthousiasmant et menaçant en même temps. C'est-à-dire, apprécier l'enfant et être émotionné pour le pouvoir de l'enfant devient une expérience menaçante et qui donne de l'émotion en même temps. Donc, cela peut comporter aussi peur pour le pouvoir de l'enfant, comme si l'enfant pouvait faire prouver des sensations aux parents. Et après, il y a aussi un sentiment d'envie, une envie qui devient fondamentale pour la structuration de formation pathologique pour la personnalité. Le résultat est que le parent dit à l'enfant que, au fond, ce n'est pas si important et que il ne doit pas penser qu'il est important. Et ce phénomène peut également être renforcé par les normes sociales. Il y a des systèmes culturels qui disent ne te mets pas au centre, ne crois pas que tu es important. Et il faut écouter aussi le ton de la voix. Bon, ce n'est pas si important, ce n'est pas si grand que ça. Et alors là, vous sentirez la déflation, l'enfant qui se dégonfle parce que les forces de déflation visent justement à générer cette sensation. Et par la suite, on va voir que ce dégonflement, cette déflation est l'humiliation qui devient la force active négative. On ne parle pas de haine. Oui, parfois, il peut y avoir aussi de la haine, mais c'est plutôt une sorte d'humiliation au niveau énergétique qui devient une force visante à faire sentir l'autre plus petit. Et donc, euh, ne crois pas que tu es si important que ça. Regarde-toi, le voilà, il est arrivé, ce garçon. Or, il se fait beau, il se fait grand, mais non. Il y a quelque temps, j'ai participé à un atelier avec Dick Colmy, qui avait travaillé aussi avec Al Lones et qui avait indiqué des modalités de travail en utilisant des perspectives et des concepts bioénergétiques. Et je me souviens qu'une fois, lorsqu'on était en train de parler et de travailler, il m'avait expliqué, oui, d'accord, je voulais travailler avec lui. Et il m'a dit, d'accord, lève-toi. On était en cercle et il y avait aussi ma femme de l'époque. Je ne sais pas si sans elle, j'aurais pu le faire. Et il m'a dit, bon, d'accord. Maintenant, lève les bras et dis, me voilà, je suis là. Et essayez à imaginer. Je le fais quelquefois et après, je suis tombée en larmes. Et à observer, il a observé tout cela et j'ai immédiatement songé, d'accord, le fait de me rendre visible et bien connue dans cette situation avait ouvert la terrible blessure qui existait dans mon être en réponse à ce mouvement-là. Et dans l'état toxique, donc, le pouvoir de l'enfant est perçu comme motivé par un besoin, une impulsion malveillante de posséder et de vouloir exploiter ses parents. Donc, c'est de là que
l'utilisation instrumentale n'est pas seulement motivée par la bienveillance, mais en même temps aussi motivée par un besoin malveillant de posséder et de exploiter les ressources de l'autre personne, l'amour, l'admiration, le respect, la sexualité, le plaisir, pour ses propres objectifs pour un but personnel. Et c'est de là que naît le mythe du vampire. C'est là que le mythe du vampire a été créé. Et il faut se souvenir que dans ce mythe, le vampire n'arrive pas à générer ses propres forces vitales, son énergie, son pouvoir et son respect positif du soi. Et il doit prendre toutes ces choses sans cesse, il doit les tirer par une autre personne. Il a besoin d'être alimenté par les autres. Il doit avoir d'autres personnes autour de lui pour pouvoir s'alimenter. Et ils n'arriveront jamais à être mûrs. Ils ne sont jamais mis face à face avec la mortalité. Chose encore plus intéressante, ils n'arrivent pas à percevoir leur image dans le miroir, ce qui est important pour le travail des psychothérapeutes biodynamiques. Alors là, l'enfant est perçu comme un démon manipulateur qui fait n'importe quoi sans principe afin de pouvoir satisfaire sa propre avidité narcissique pour se sentir plus grand, plus puissant, pour se sentir comme une personne qui sait tout. Je me souviens d'un article que j'avais écrit intitulé Moral Consciousness, là où je décrivais l'idée de l'omniscience, une des caractéristiques les plus dangereuses chez l'être humain. De manière très significative, afin de comprendre les défenses narcissiques, les prédations des, des êtres euh, malveillants n'ont pas plus de pouvoir, plus d'admiration, mais ils font tout ça afin de faire des stocks qui ne peuvent pas être métabolisés pour transformer après ce stock dans un respect du soi positif. Et donc, l'identification, la métabolisation de tout ça sont détruits et donc le besoin est insatiable. Et donc, l'enfant a un impact au niveau du diaphragme. C'est une attaque qu'il veut créer. Donc, c'est une attaque qui crée un dégonflement, une déflation catastrophique. Si vous donnez un coup au plexus solaire et vous collapsez en avant, comment peut-on se reprendre de cette position? Comment peut-on récupérer avec l'inflation? Il faut le faire petit à petit, comme ça. On le fait 3, 4 fois et on commence finalement à percevoir que après tout cela, pendant 5, 6 ou 10 millions de fois, c'est le nombre de fois que tout cela arrive à l'enfant ou l'enfant reste en permanence dans cette position collapsée, je suis personne, je n'ai pas de valeur, ou à l'opposé, l'enfant reste bien dans une position surdimensionnée sans avoir la possibilité de dégonfler. Et les parents, donc, vont s'aimer tout cela en termes personnels, en menant une attaque directe au caractère de l'enfant. Parce que souvenez-vous du fait que tout ce qu'on vient de dire ici, dans cette situation, c'est que tu n'es pas bien, tu n'es pas gentil, tu es même diabolique. Je sais qui tu es vraiment. Pardonnez-moi pour le langage que j'utilise,
Maintenant, je n'ai pas d'autres mots. C'est un élément, ceci, qui euh, va ruiner complètement les capacités et le caractère de l'enfant. Ce sont des attaques massives sur le caractère de l'enfant. Alors, le message est, tu me séduis, tu veux me manipuler pour faire des choses contre ma volonté. Tu es diabolique. Et alors, tout ce que je fais, ou pour prendre le contrôle sur toi comme un zombie, et là, je évoque le mythe des zombies, ou pour te détruire, tout cela est tout à fait justifié. Alors, ces conditions si sévères, parce que même les conditions de carence et de toxicité peuvent être grandes, engendrent des défenses. Alors, on peut vivre dans ces états générés par des conditions de carence et de toxicité qui sont nécessaires pour la survie. De nombreuses personnes se suicident. J'en suis sûre, dans des moments où l'expérience de la défaite, de l'humiliation, de l'impuissance, du mépris dépasse ce qu'ils arrivent à gérer. On ne parle pas beaucoup de l'humiliation, du mépris, de l'expérience de défaite dans la littérature de l'analyse bioénergétique, mais c'est quand même quelque chose qui me donne un sentiment de confusion parce que la défaite est, d'après moi, en absolu, l'expérience parmi les plus difficiles à dépasser dans la vie et parfois, il, il peut être même impossible de récupérer euh, après une défaite chez les personnes qui ont des fonctions narcissiques gravement déformées. Même si ces fonctions sont détruites, la vie devient impossible. Et plus les attaques sur la bonté, la sincérité, la valeur, l'honorabilité sont fortes, le plus ces défenses deviennent limitantes et absolues parce que les défenses sont toutes basées sur le besoin de rester euh, surdimensionné, gonflé, soit vis-à-vis de la poussée interne de stock, entre guillemets, narcissique insuffisant ou carent, ou vis-à-vis de ce qui est l'effet de déflation écrasant de l'attaque à la bonté, à la rectitude et à l'honorabilité. Et la réponse aux attaques et aux défaites chroniques, les défenses alors, se transforment en tentative pour affirmer la supériorité, pour contrôler, même de manière indirecte, tout ce que les autres font et tout ce que les autres offrent. Et donc, le contrôle direct est beaucoup plus menaçant. Et pour être au centre de toute considération narcissique, à craindre et à adorer en même temps. La vie spirituelle humaine contient exactement tout ce bagage d'éléments. Ces défenses se présentent sous des formes différentes et sont influencées par des caractéristiques uniques du sujet et de ses expériences de vie personnelle, expériences de la famille et aussi expériences sociales qui sont perçues par le sujet comme des caractéristiques tout à fait correctes parce qu'elles sont la réponse à la victimisation, à la soumission forcée, à la mise en esclavage. Et donc, toutes les actions qui sont entamées ne sont pas ma propre responsabilité. Je ne suis pas responsable, mais ce sont une forme de réponse à l'attaque que j'ai subie. Et donc, l'ensemble des défenses psychopathiques dont on parle maintenant
qui repose sur le besoin de se sentir et d'être supérieur, présente cette attitude de victimisation et le droit d'obtenir tout ce qui nous est dû font partie de ce bagage de défense. Il y a une nécessité absolue de se sentir quelqu'un et pas une personne nulle, une personne quelconque, sans importance. Car la destruction et la limitation des fonctions narcissiques veut dire à quelqu'un, tu n'es pas important, tu ne vaux pas, tu n'es pas une personne importante. Et donc, il doit y avoir des conditions qui doivent être réitérées de manière défensive, même s'il s'agit de conditions de compensation par rapport à l'absence d'un manque de respect de soi positif. Ce ne sont pas l'expression d'un respect de soi positif, mais c'est une sorte de compensation à l'absence de ce self-regard positif, ce respect du soi positif. Et donc, dans la lutte pour l'importance, ces défenses représentent une lutte pour gagner de l'importance et de la valeur dans un environnement, un milieu où la personne, l'enfant, qui est devenu adulte, n'avait pas le pouvoir d'influencer les jugements des autres à son égard et donc pour être perçu comme une personne ayant de la valeur. Les défenses narcissiques existent dans toutes les organisations caractérielles. Lorsque l'organisation pré-oedipienne prédominante est centrée sur des dynamiques narcissiques, et nous parlons dans ce cas d'organisation psychopathique dans l'analyse bioénergétique, une appellation, dirais-je, malheureuse, parce que quand j'ai écrit il y a longtemps, quand j'ai commencé ma formation à l'époque, il n'y avait pas une organisation schizoïde. Personne n'aurait pu jamais soigner une organisation schizoïde, tandis qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux cette organisation et nous savons quelle est l'organisation caractérielle, même si je n'ai pas encore connu quelqu'un qui me dit je suis une personne psychopathique. Voilà mon organisation. C'est un plaisir de vous connaître. Il y a quelque temps, j'ai connu un article et j'ai renommé cette configuration comme caractère défensif. Et peut-être alors je vais publier cet article. Mais il faut comprendre que ces défenses narcissiques pathologiques permettent à la personne de rester suspendue face à l'humiliation profonde, à la défaite, à la honte et au dégoût de soi-même. En l'absence d'une estime positive agissant comme amortisseur, la personne ne peut pas se laisser aller. Et la plupart des psychothérapeutes considèrent celle-ci comme une dynamique centrale de la pratique psychothérapeutique. Donc, travailler en psychothérapie avec ces déformations commence avec un des éléments constitutifs les plus basiques, fondamentaux, disons même, de la formation pour l'environnement psychothérapeutique, c'est-à-dire le défi. Il s'agit du défi que représente le maintien d'un regard positif inconditionnel pour les patients de la part du thérapeute. Pour être plus clair, et j'espère que cela commence aussi à se mettre en place au sein d'un plan conceptuel, il ne s'agit pas ici d'amour inconditionnel, si cela existe vraiment. On ne parle pas d'amour inconditionnel. Il s'agit plutôt du fait que le respect
du thérapeute pour l'unicité, la qualité spéciale de l'être humain, la valeur de la personne, la sensibilité de la personne qui ne dépend pas de ce que le patient fait, parce que le patient n'a pas une autorité ou aucune forme de contrôle par rapport à mon respect vis-à-vis de lui. Il s'agit là d'un principe fondamental qui est à la base d'une action au pair qui a été créé avec la théorie de la psychothérapie féministe au sein de la relation qui ont la même valeur, pas nécessairement la même autorité, mais la même valeur. Et donc, cela est inhérent dans la personnalité thérapeutique créée par le thérapeute. Alors, il ne peut pas être ni acquis, ni perdu par le patient, ni détruit, ni mérité, car le patient a toujours quelqu'un qui ne va pas le dénigrer, l'humilier ou le vaincre, le battre. Sans cette dynamique, en effet, la psychothérapie ne peut pas se poursuivre. Dans les cas les plus graves de destruction des fonctions narcissiques, donc chez les personnes borderline et schizophrènes, le résultat est l'incapacité à développer une conscience de soi, un soi conscient. L'expérience d'être possédé de sentiments de fusion avec l'autre, dans le cas d'un patient schizophrénique, des schizophrènes, peut obtenir un certain soulagement des sentiments insupportables de manque de valeur qui fait partie d'une vie antérieure qui, au-delà de ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire les déformations et les éléments destructifs, est une vie marquée par la terreur, la rage, le désespoir et bien d'autres choses encore. Mais avec seulement des défenses qui sont très fragiles et primitives pour pouvoir continuer à vivre. Ces états primitifs, cette organisation, ces formes d'organisation plutôt et ces conditions sont très difficiles à gérer en thérapie. Le narcissisme pathologique grave fait toujours partie de ce tableau. Mais évidemment, tout cela devrait faire l'objet d'une conversation à part. Et quand Freud dit la schizophrénie est un trouble fondamentalement narcissique, il veut dire, d'après ce que je sais et d'après mon expérience personnelle et professionnelle, Freud alors se réfère plutôt à la nécessité de créer une version alternative du soi à part de la version interne profonde du soi qui peut se comporter de quelque manière avec un certain degré d'inflation. J'ai écrit en ça, j'ai écrit Vivre l'identité de deux personnes, Living the Identity of Two Persons, parce que je voulais décrire l'univers de deux personnes avec une organisation borderline et de schizophrène, c'est-à-dire le narcissisme malveillant, comme l'a défini Otto Kemberg. Donc, c'est ça que je voulais décrire dans mon paper, c'est-à-dire un univers séparé, un univers à part avec un aspect psychosomatique et émotionnel différent, à part, différent par rapport à celui des personnes névrotiques, par exemple.
Donc, ces existences qui sont autolimitantes sont des défenses narcissiques parce qu'à un certain point, il y a eu une attaque sur l'expression de la- de l'enfant, de sa valeur et de l'instrumentalisation. Même lorsque les blessures et les défenses sont plus continues, plus limitées, le défi pour le thérapeute est de toute façon très important et le danger que le contre-transfert puisse se manifester est toujours présent parce que qui est le bon? Quel est, qui est l'honorable? Qui est la personne vraie? Qui fait la chose correcte? Qui est-ce qui suit les principes? Et donc, le défi à la sincérité, à la bonté, à la bienveillance, à l'honorabilité, jusqu'à quel point le thérapeute peut-il tolérer tout ça? Voilà tout ce que je voulais vous raconter sur le narcissisme ce soir. Et donc, je dirais que nous avons respecté les temps. Oui, sans doute, Scott. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai déjà deux questions que nous venons de recevoir. Alors, voilà la première. Au début d'un processus thérapeutique, quelles sont les choses que les thérapeutes doivent prendre en considération quand ils doivent traiter un patient avec un trouble narcissique de la personnalité? Bon, je ne sais pas qui a posé cette question, je ne connais pas la personne qui l'a postée. Ben, si la personne, si la personne n'a pas n'aime pas ma réponse, je vous prie de m'excuser. Mais c'est une question importante concernant le contre-transfert, car dérive de la question, le thérapeute, que doit-il faire pour arriver à contrôler la situation? Car autrement, la réponse à cette question serait plutôt, il faut accueillir le patient tel qu'il est, pour ce qu'il est. Mais dans cette question, je le ressens et je le ressens aussi en moi-même. Je sens que je dois être prudent parce que cette personne peut-être est en train de me manœuvrer, d'arriver à arriver au-delà de mes défenses. Alors là, ce sont tous ces mouvements qui me viennent à l'esprit pour arriver là où il ne faudrait pas. Mais alors, il faut être conscient de ça. Peut-être il faudrait aussi dire que nous, les thérapeutes, sommes nous qui devons définir le milieu thérapeutique qui doit nous protéger contre les dégâts. Quand je suis entrée dans ce milieu, comme Winnipeg ou comme d'autres collègues, sans désir, sans attente, alors moi aussi, je voulais essayer de bouger et de contourner la situation, mais j'ai compris que tout cela, je peux le permettre seulement jusqu'au point où je ne me sens pas menacée. Autrement, comme mon ex-femme le disait, qui travaillait chez un service de psychiatrie pour patients hospitalisés, qui me racontait souvent que lors des cours de formation qu'elle euh, faisait à son équipe à l'hôpital, des patients adolescentes
hospitalisés qui éprouvaient des fortes sensations de ressentiment et d'anxiété disaient que si ces enfants n'auraient pas dû manipuler les personnes pour faire en sorte que leurs besoins soient satisfaits, ils ne seraient pas là. Et donc, la personne qui a posé cette question me porte à dire que le point de départ de ma réponse est qu'il faut se référer à la consultation, à la supervision, car le point de départ est en nous, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre sécurité. Personne ne nous fait pas faire ce que nous ne voulons pas faire. C'est notre million et donc nous interrompons toutes les menaces de dommages avec toutes nos défenses de caractère. Et je inclus moi-même aussi. Donc, avec cette question, je termine en disant, est-ce que nous pouvons permettre à une personne d'être patient et de prendre, lui, le contrôle de la thérapie? Ce serait absurde et challengeant. Donc, oui, certes, ce que nous voulons faire est être à même de répondre comme un psychothérapeute pourrait répondre sans un agenda. Allora, tu mi senti perché stai sul canale italiano, dovresti metterti su quello inglese se leggi le domande in inglese. Merci, Scott. Voilà la question suivante qui a été posée par la même personne. Cette question n'est pas axée sur le thérapeute, ça peut concerner toutes les personnes, c'est-à-dire que on a une référence à la vie quotidienne, dans la famille, au travail, dans un groupe. Comment est-ce qu'on peut aider une personne narcissique? On peut respecter, est-ce qu'on peut respecter quelqu'un qui n'a pas de respect pour nous? Il y a beaucoup d'années, mon fils a eu des difficultés. Ma femme et moi, nous avons vécu une période de conflit envers notre fils et après, nous avons décidé de demander un soutien, un aide pour faire face à cette situation-là. Donc, nous avons commencé une thérapie. On est allé chez un thérapeute de la famille. Ma femme et moi, on était en thérapie et le thérapeute nous a appris deux choses importantes. La première, alors je me souviens qu'il avait dit, quel est le message qu'un garçon reçoit si tu ne penses pas qu'il est responsable du comportement qu'il adopte? Le message sera, je n'ai pas de respect pour toi. Je ne n'ai pas suffisamment de respect pour te dire que tu as fait une erreur. Ce message m'a beaucoup frappé. Et après, je savais déjà, mais à cette occasion-là, il y a une autre chose qui a vraiment renforcé le message. J'ai compris que j'étais vraiment compétitif et comment est-ce qu'il pouvait savoir cela si je ne l'avais pas admis? Mais bon, n'importe quoi mon fils pouvait faire, tout était toujours lié à ma déformation narcissique. Alors, comme dans le passé, vous savez que quand il y a une déformation narcissique, la première chose à faire, c'est de commencer à penser à soi-même.
L'objectif, c'est de voir si on peut montrer un sens de respect et d'amour-propre qui ne soit pas vraiment contaminé par ses propres besoins de supériorité ou d'amour-propre, ou bien le besoin d'être le seul qui a raison dans la salle de thérapie. Merci de ta réponse, Scott. Il y a aussi une autre question qui concerne les parents. Qu'est-ce qu'on peut suggérer aux parents d'un adolescent qui a des caractéristiques de personnalité narcissique pour réduire, pour mitiger ces blessures narcissiques? Qu'est-ce qu'on peut suggérer là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire à ses parents? Bon, s'il y a déjà une blessure, il faut faire de la réparation. Le développement du narcissisme sain est l'un des aspects les plus challenging de la condition humaine. Chacun doit donner l'espace à la puissance et à l'être spécial des autres. Il faut se regarder tout autour. La question concerne les parents, mais la famille n'est que le microcosme d'un environnement macro, du monde entier. Il s'agit d'un problème global. L'identification des projections, mon Dieu, il est meilleur, il est plus puissant, il est plus spécial que le tien. Bon, voilà la solution au défi de base du narcissisme. Comment est-ce qu'on peut se soutenir et supporter nos enfants de façon à ce qu'ils puissent avoir un self-regard positif et sain et qu'ils puissent gérer ses propres sentiments de compétitivité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à garder le respect de soi? Comment peut-on les aider à soigner les blessures narcissiques? Bon, voilà le travail de ceux qui survivent. Je ne sais pas si on sera à mesure de le faire nous-mêmes. Au niveau individuel, moi, je travaille avec des familles, des groupes, des couples, des patients individuels. Donc, à l'échelle individuelle, on peut faire des choses, mais de façon un peu plus générale, cela ne fait pas partie de notre orientation. Merci, Scott. Il y a une collègue qui n'est pas vraiment d'accord avec des choses que tu as partagées concernant les structures et les défenses narcissiques. Elle aimerait que tu puisses ajouter quelques éléments pour la convaincre. Désolée, je n'ai pas compris exactement ce que vous désirez dire avec cette question. Je vais la lire directement en anglais, Scott. Scott, je ne suis pas d'accord avec ta déclaration selon laquelle chaque structure est stabilisée à travers des défenses narcissiques. C'est peut-être un problème lié à l'utilisation de la langue.
peut-être le mot stabiliser n'est pas approprié. Moi, je dirais que les personnes sont organisées de façon primaire en structure névrotique, hein, c'est-à-dire qu'il y a soit bien organisé avec un sens de continuité. Il y a aussi la capacité de utiliser de façon instrumentale et d'avoir aussi une autonomie. Là aussi, on trouve des défenses narcissiques qui sont liées à l'idée classique d'une structure narcissique phallique. Les défenses narcissiques sont centrales à l'organisation névrotique de la personne. Et par rapport à ce que je viens de dire, je fais référence en fait au fait que les déformations névrotiques, les déformations narcissiques existent contemporairement. Elles sont simultanées et non pas séparées. Elles ne se trouvent pas uniquement dans les caractères psychopathiques ou dans les troubles de caractère narcissique. Les défenses ne se trouvent pas uniquement là. Elles sont partout. Il y a des défenses narcissiques qui sont saines parce que quand on est attaqué par des personnes qui veulent lui faire du mal, bon, là, l'une des dynamiques les plus difficiles de la psychothérapie, c'est de résister, de repousser les préjugés qui ont été déployés ou utilisés contre l'enfant que nous étions. Nous savons que c'est très difficile de assouplir, d'éliminer le préjugé. Malgré cela, on parle du transfert qui est dissolu, mais c'est extrêmement difficile. Et donc, connaître les défenses narcissiques et comment elles sont organisées dans toutes les structures du caractère et dans chacun de nous est un autre outil qui nous fait comprendre comment la personne est organisée et comment on peut établir une relation avec la personne. J'ai lu un commentaire dans le chat, donc je vais répondre. Je peux ajouter que j'ai travaillé pendant beaucoup d'années dans une équipe de athlètes et il soulignait vraiment l'importance de soutenir l'estime de soi des enfants. Alors, quand ils faisaient une erreur, on pouvait quand même leur dire qu'ils avaient fait une erreur. Ça m'est arrivé d'avoir des jeunes enfants qui venaient chez moi. Ils avaient entendu peut-être des choses que j'avais dit et d'un même mot, ils trouvaient une déception. Mais ce n'était pas une déception parce qu'ils avaient mal joué. Plutôt, il n'avait pas vraiment été équitable. Alors, un enfant, en tant qu'être spécial, n'est pas considéré vraiment comme un enfant qui a du succès nécessairement. Tout dépend des émotions, de comment on se sent. Mais je ne sais pas combien cela peut vraiment arriver à l'enfant. Ça dépend de ce que on ressent. Ça dépend aussi de comment on veut compenser le manque de respect, le manque d'admiration, le manque de valorisation, l'adoration de l'enfant en disant qu'il est bravo, qu'il est beau. Cela est vraiment un poids accablant pour l'enfant. Ça va créer une lutte de pouvoir cachée entre l'enfant et le parent qui va se répéter tout au long de sa vie. Merci beaucoup, Scott.
Il y a ici une autre question. La voilà. Avec qui est-ce qu'une personne narcissique peut entamer des relations, par exemple une histoire d'amour? Vous savez que les personnes qui ont des déformations narcissiques peuvent être vraiment enthousiastes et désirables aussi. Peuvent aussi être vraiment attrayantes. Toutefois, s'ils n'ont pas conscience de ça, s'ils ne peuvent vraiment observer leur propre déformation narcissique, alors elles vont être très dangereuses. D'un côté, nous avons des personnes qui créent un attachement. Attachement est quelque chose de très à la mode aujourd'hui. L'attachement n'est pas vraiment la dépendance. C'est la façon de laquelle la personne est connectée que crée cet attachement. Cela fait en sorte que son propre vide narcissique soit associé à la personne. Il leur semble être complètement gonflé par rapport à tout. Ça semble être une personne qui ne peut pas être battue. Voilà au moins ma théorie concernant les connexions que nous pouvons avoir, par exemple, avec Donald Trump. Je suis en train de l'observer depuis longtemps. On habite à New York, les deux. Il a vraiment un caractère très compliqué. Il semble toujours être vraiment gonflé, mais c'est pas vraiment comme ça. Et je suis en train d'essayer de comprendre l'attachement des personnes à des personnes telles que Donald Trump, telles que Mussolini, Staline, Poutine, Erdogan. Bon, on les trouve partout. Il y a vraiment un désir de créer une affiliation avec une personne dont l'inflation narcissique semble être impossible à battre parce que cette personne ne peut pas vraiment être dégonflée. Cela fait en sorte que la personne qui crée un attachement, parfois est comme un parasite, ça va créer l'attachement et ça permet de créer de l'aspiration. De l'autre côté, nous avons une personne qui est simplement comme cette personne-ci et donc elle est à même de créer une relation d'amour romantique malgré la lutte de pouvoir, ce qui est vraiment gratifiant pour les deux personnes qui font partie de cette histoire. Merci. Il y a une autre question. Comment est-ce que tu te sens dans ton contre-transfert quand une personne avec structure narcissique vient chez toi? Comment est-ce que tu vas réagir quand c'est trop pour toi? Comme je l'ai dit auparavant, il s'agit d'un défi. Je peux être activé. Je suis activé et je suis la personne qui doit affirmer sa propre supériorité. Parfois, quand j'ai de la chance, je suis en train de vivre des choses qui ressemblent à ce que le patient est en train de vivre.
Si je sais, je peux aussi faire un pas en arrière et parler avec le patient de ce qui est en train de se passer. La seule protection réelle que chacun a est le thérapeute que nous créons. Nous allons incarner cette personne dans l'espace. Nous allons renoncer au centre pour donner une priorité aux patients. Et jusqu'à ce que le patient paie pour mon temps, il est satisfait, il peut remplir toutes ses obligations envers moi. Je dois uniquement tolérer l'attaque. Je dois être en mesure de tolérer l'attaque. Dans mon travail personnel, même en tant que patient, Mike, qui a été mon thérapeute pendant longtemps, a inclus dans l'un de ses travaux cela. Il est resté dans sa personne en tant que thérapeute. Il a absorbé mon attaque. Otto Kernberg dirait, il faut interpréter. Il faut interpréter la négativité, l'hostilité, créer un conteneur. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais fait de consultation avec lui, mais je pense qu'il ferait comme ça. Alors, la façon de faire de chacun est vraiment l'art de notre travail. Toutefois, quand cela se déplace dans le contre-transfert, quand je dois dégonfler le patient, je dois dire, je sais ce qui est correct, j'ai raison, je suis supérieur. Bon, là, j'ai perdu ma position parce que la seule solution dans ce moment-là, c'est de faire de la consultation. Il faut décider si on peut faire quelque chose de positif pour le patient. Je m'arrête là, peut-être avec ma réponse, parce que je sais qu'on est arrivé presque à la fin. Je veux avoir le temps pour remercier les interprètes. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous faites un travail très, très dur. Je vous remercie. Je remercie Rosaria. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous tous et toutes. Je remercie aussi les participants qui ont choisi de venir écouter mon webinaire. Et j'ai vraiment envie de continuer ces discussions. Dès que possible, on verra quel est le fait de ça sur nous tous et toutes. Alors, on va aborder ces sujets à la conférence 2025. Merci beaucoup et au revoir. Il y avait encore quelques questions, en fait. Scott, nous avons encore 6 minutes. Qu'est-ce que tu désires faire? On peut conclure le webinaire si tu veux. Bon, pour conclure, Scott, merci beaucoup. Merci pour ton travail, ta présentation. Et je te remercie aussi pour les réponses que tu as données. Ce n'est pas vraiment simple de passer d'un sujet à l'autre. Je vais essayer aussi de t'envoyer les autres questions. Peut-être tu auras le temps d'aller répondre à ces questions. Oui, bien évidemment. On va partager les réponses après avec les collègues. Je vais passer maintenant la parole à Marco pour conclure. Merci beaucoup. Merci Scott. Merci à tous ceux qui ont participé.
Et on se voit à nouveau le 7 novembre, n'est-ce pas? Oui, avec Kaufman. Oui, il est merveilleux. Faut pas le rater, hein, c'est fantastique, c'est formidable. Bonne soirée. Merci Scott, merci Rosaria et au revoir.